Alors, Marion, tu travailles au réseau des grands sites de France. Donc, effectivement, des grands sites, ça a sa dimension patrimoniale, forcément, et de reconnaissance, puisque ce sont des sites, tu vas nous le rappeler probablement, qui sont protégés, hein, notamment au titre de la loi 1930, mais qui, au-delà de leur protection, sont gérés et font souvent l'objet de travaux de revalorisation qui revisite un petit peu la façon dont on accueille, dont on visite, dont on parcourt et dont on finalement bénéficie d'une expérience sur tous ces sites qui sont un peu les joyaux de la couronne, si j'ose dire, parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres choses, il y a des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, etc. Mais les grands sites, c'est ça. Mais ce qui est original, c'est que tu es chargé de mission paysage et transition énergétique. Et donc ça, évidemment, ça nous interroge et ça nous titille les oreilles. Donc, explique-nous un petit peu, du coup, ton rôle et ce que tu fais et pourquoi c'est si important, la question de la transition énergétique, y compris pour des sites qui sont patrimonialisés comme les grands sites. Du coup, c'était tout l'objet de l'intervention. Donc, je vais vous expliquer tout ça et puis j'arriverai à la fin justement à la création de mon poste. Donc déjà, un bonjour à tous. Effectivement, donc l'idée était de vous présenter aujourd'hui pourquoi et comment expérimenter la transition dans les paysages patrimoniaux et donc pourquoi les grands sites de France ont souhaité travailler sur ce sujet. Peut-être qu'en préalable, je pensais rappeler quelques principes sur la démarche des grands sites de France, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette démarche. Donc, je vous ai mis ici quelques images de ces grands sites où on voit vraiment la diversité des ambiances paysagères qui sont proposées ces sites qui sont tous membres donc du réseau international. Et ils ont plusieurs caractéristiques communes. D'abord, ce sont tous des sites emblématiques très attractifs puisqu'ils accueillent aujourd'hui 38 millions de visiteurs par an en sites classés donc au titre de la loi de 1930. Donc, cette loi, elle implique que toute modification de l'état ou de l'aspect du site est soumise à une autorisation spéciale du ministre en charge des sites ou éventuellement du préfet pour des travaux de moindre importance. Et donc, pour compléter cette protection régalienne, tous les sites sont aussi engagés dans des projets de territoire qui sont conçus et mis en œuvre par les collectivités locales. Donc, ces projets de territoire, ils s'élaborent à des échelles élargies, qui sont quelque part en fait l'écrin des sites classés. Et qui sont donc choisis pour la cohérence en fait de leur périmètre. Enfin, leurs périmètres sont choisis pour qu'ils puissent être cohérents en lien avec les spécificités paysagères donc de chaque site, et également en lien avec leur fonctionnement, donc que ce soit à la fois en termes de flux ou de gouvernance. Donc aujourd'hui, parmi ces sites, certains peuvent atteindre jusqu'à 50 communes, hein, c'est le cas pour le massif du Canigou. Donc, ces projets de territoire, ils ont plusieurs objectifs. D'abord, de préserver et de restaurer des paysages de qualité et également de favoriser, d'organiser l'accueil des visiteurs. On va dire que ces deux missions-là, c'est les missions historiques des grands sites de France. Et également, ils cherchent à favoriser une gestion globale du territoire qui prend en compte tous les enjeux, donc que ce soit à la fois les enjeux du tourisme durable, mais également du développement économique et social, de la biodiversité, de l'agriculture, et puis également donc, de l'urbanisme ou de la transition énergétique, et récemment aussi l'adaptation au changement climatique, qui est vraiment un sujet montant au sein du réseau. Donc, pour élaborer ces projets de territoire, les sites ont plusieurs clés méthodologiques. Il y en avait deux que je voulais mettre en avant aujourd'hui, notamment le fait que ce soit des projets qui s'appuient sur la valeur paysagère des sites. Donc, par la valeur paysagère, on entend à la fois la valeur patrimoniale qui est reconnue par le classement du site et également la valeur d'attachement, dont on a beaucoup parlé ce matin, qui est portée au territoire par l'ensemble de ses occupants. Et donc finalement, pour les grands sites, cette dimension autour des valeurs paysagères a permis aussi de concilier l'approche de patrimoine culturel et de patrimoine naturel. Donc, deuxième clé méthodologique qui est aussi importante pour les grands sites, c'est le fait qu'ils attachent une importance vraiment particulière à la participation dans l'élaboration de ces projets à toutes les étapes, donc que ce soit pour la définition de ces valeurs partagées ou pour la co-construction du projet ou la sensibilisation. L'idée étant vraiment que chacun puisse s'approprier le projet et en être pleinement partie prenante à son niveau. Donc, quand on parle de tous les acteurs, on parle bien sûr des élus, des techniciens, des partenaires, des services de l'État, mais également des acteurs socio-professionnels et des habitants de manière plus générale sur les territoires.
Et donc aujourd'hui, c'est la qualité de cette gestion qui est reconnue par le label Grand Site de France, donc qui est attribué par le ministère en charge de l'environnement pour une durée de 6 ans renouvelable. Et le fait que ce soit un label qui soit renouvelable permet vraiment au site de faire un bilan finalement de toutes les actions qu'ils ont pu mener les 6 dernières années et d'intégrer de nouveaux enjeux au fur et à mesure. Donc on est vraiment dans une démarche de progrès, de paysage évolutif. Donc, dans ce cadre, pourquoi expérimenter la transition énergétique dans ces paysages? Donc, d'abord, les grands sites de France sont des acteurs historiquement du développement durable qui sont engagés dans cette démarche, inscrits vraiment dans le Code de l'environnement et qui ont fait le choix en fait d'un développement local maîtrisé qui s'appuie sur les qualités paysagères des sites. Donc pour ça, ils ont mis en place un certain nombre d'actions qui contribuent aussi donc, à atténuer le changement climatique. En premier lieu, on peut parler de la réduction de la place de la voiture dans les sites et l'incitation au déplacement doux ou partagé. C'est vraiment une des premières actions en fait, que les sites mettent en place. On voit ici un exemple de recul de stationnement et de renaturation d'un espace sur le littoral des dunes sauvages de Gavre à Quiberon. Et donc, il y a eu de nombreuses opérations de réhabilitation et de désaménagement comme ça qui ont été menées dans les grands sites de France. Donc, on est finalement plutôt sur une entrée touristique qui a permis d'améliorer l'accueil des visiteurs, d'être dans une dynamique d'immersion progressive dans les sites, mais qui participe aussi de fait à l'atténuation et donc à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Globalement, les grands sites ont beaucoup travaillé sur la question de l'écomobilité en cherchant à favoriser toutes les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Donc, que ce soit le vélo, les navettes, le covoiturage avec des réseaux pouces, par exemple, qui ont pu être organisés sur certains territoires. Et donc, le réseau a aussi accompagné cette dynamique de tourisme durable en proposant il y a quelques années un projet qui s'appelle les Escapades Nature sans voiture, et qui proposait en fait des itinéraires pour pouvoir se rendre et découvrir les sites sans voiture. Et donc ce travail-là est accessible à tous aujourd'hui via un site internet qui est dédié à cette démarche. Donc en parallèle, les grands sites travaillent également sur la recherche d'un urbanisme maîtrisé. Donc là, on était plutôt historiquement sur une entrée paysagère, mais on s'aperçoit que ça participe évidemment aussi à préserver les terres agricoles, à avoir une gestion plus économe de l'espace, et puis du coup à réduire les déplacements en gardant les activités dans les centralités. Ils ont aussi travaillé sur une architecture et des aménagements qualitatifs où ils essayent de privilégier tous les matériaux locaux. On est sur des aménagements aussi relativement sobres, en tout cas c'est ce qui est recherché. Donc pour ce faire, les grands sites de France, certains grands sites ont travaillé sur des chartes architecturales et paysagères, dont certains intègrent spécifiquement les enjeux de la transition énergétique. Je pense notamment au Cap d'Erquy et au Cap Fréhel. Donc leur charte évoque en fait les questions qui sont liées au confort thermique et les enjeux aussi d'isolation. Est-ce qu'on isole par l'intérieur, par l'extérieur? Quel choix on fait quand on est dans un bâtiment, sur un bâtiment patrimonial? Il y a également les Gorges du Gardon qui ont travaillé sur ce sujet, plutôt sur des questions d'habitat bioclimatique. Et donc vous voyez ici la maison de site des Gorges du Gardon, qui est en fait installé dans un ancien bâtiment qui a été réhabilité et donc qui est en cœur de hameau. Et donc, on ne le voit pas forcément sur cette image, mais en tout cas, il y a des panneaux solaires qui sont disposés sur le toit et qui ont été mis en place par une coopérative citoyenne dont le Grand Site aussi est le principal coopérateur. Donc ces documents, ces chartes architecturales, elles sont souvent associées justement à un accompagnement des porteurs de projets, donc par des architectes ou des paysagistes conseils. Et donc ça peut être aussi en lien avec les partenaires du grand site comme les CAUE. Et un des enjeux majeurs aujourd'hui pour les grands sites, c'est aussi l'intégration de ces valeurs paysagères dans les documents d'urbanisme. Donc au niveau où ils s'élaborent, puisqu'aujourd'hui ils ont rarement les compétences en fait en urbanisme, ils ne sont pas personnes publiques associées. Donc là, je vous ai mis un extrait d'une étude paysagère qui a été réalisée sur les piémonts de Concors-Sainte-Victoire, qui était menacé en fait par un phénomène de périurbanisation, et qui aujourd'hui cherche à intégrer toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de ces études dans une OAP dédiée
aux grands sites de France, donc qui est en cours de rédaction actuellement. Donc les grands sites de France travaillent aussi sur les paysages agricoles et forestiers, qui sont vraiment très fortement constitutifs de la valeur de leur territoire. Et donc les gestionnaires cherchent à accompagner les évolutions de ces pratiques vers des pratiques qui soient aussi plus respectueuses des paysages, qui soient favorables à la biodiversité et donc avec un moindre impact environnemental. Donc ici, vous avez une photo du Salagou Cirque de Morez où le site a initié un projet agro-environnemental et climatique qui était destiné aux viticulteurs et aux éleveurs pour soutenir l'agriculture biologique et puis permettre le maintien des milieux ouverts. Donc, il y a beaucoup de sites qui ont travaillé sur le maintien des milieux ouverts et sur la préservation des prairies qui, par ailleurs, du coup, sont aussi des puits de carbone très importants sur les sites. Donc, dans le cadre de ce projet au Salagou, les producteurs ont aussi été, se sont associés dans un cadre associatif pour pouvoir valoriser leur production locale. Au-delà de la valorisation des productions agricoles, les sites cherchent vraiment en fait à valoriser et à initier des activités économiques locales pour favoriser finalement les circuits courts et maintenir l'emploi dans ces territoires majoritairement ruraux. Donc, quand on pense à des emplois non délocalisables, on pense aux grands sites, on pense en premier lieu aux emplois liés au tourisme, mais pas seulement. Donc, le réseau vient de publier un guide pratique donc, sur l'entrepreneuriat de territoire que vous pouvez trouver sur le site internet du réseau et je pourrais vous transmettre les liens, qui justement montre d'autres formes de développement d'emplois sur les territoires. Et donc, à gauche, vous avez une image, par exemple, une relance de filières céramiques traditionnelles dans les gorges de l'Hérault, que le grand site a accompagné dans sa mise en œuvre en proposant par exemple une maison de la poterie ou un atelier de recherche pour être vraiment... Donc c'est une activité qui est ancrée dans les spécificités des sites, mais qu'on cherche à développer sous une forme aussi innovante, contemporaine. Et enfin, les sites cherchent aussi à développer les énergies renouvelables et locales qui soient basées donc, sur le respect des valeurs paysagères. Donc ici, on a une première image sur de l'énergie solaire. Donc on est à La Veine-d'Orniac. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une coopérative citoyenne. Ici, on est sur un projet d'intégration de panneaux photovoltaïques en site classé, puisqu'on est sur le site d'accueil de La Veine-d'Orniac. Et donc l'énergie qui est produite est directement autoconsommée et permet d'éclairer notamment la grotte. En dessous, vous avez une image d'un travail, je vois un oui de la part de Mégane qui a été également sur le site, dans le Marais Poitevin. Donc, c'est un projet qui est en limite du grand site, mais qui a été accompagné par le PNR du Marais Poitevin, qui est aussi gestionnaire du grand site de France. Et donc, il y a tout un travail qui a été mené pour assumer un paysage agricole et intégrer cette unité de méthanisation en travaillant à la fois sur les matériaux, sur les couleurs, sur l'accompagnement végétal, etc., pour pouvoir vraiment intégrer cette installation dans le paysage agricole. Je vous ai mis que ces deux images, mais il y a d'autres sites qui travaillent sur d'autres formes d'énergie. On pense évidemment au bois énergie. Et là, j'ai Bibracte en tête puisqu'ils ont travaillé aussi sur l'exploitation de leur forêt pour qu'elle puisse aussi alimenter tout un système de chaudière qui est alimenté par des plaquettes de bois. Et puis, il y a d'autres sites qui travaillent aussi sur l'énergie hydraulique. Alors, pour le coup, sur l'énergie hydraulique, les derniers projets n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'on s'aperçoit que c'est aussi difficile d'associer les enjeux à la fois de continuité écologique et les enjeux de production énergétique. Et notamment au niveau de la recherche de financement, ça a pu provoquer des blocages qui n'ont pas permis aussi d'aller jusqu'au bout pour le moment. Et donc, en parallèle de toutes ces actions, les grands sites de France ont vu se développer de plus en plus de projets de grands éoliens sans planification et qui se sont heurtés en fait de manière assez brutale avec les projets de territoires locaux, que ce soit aux abords des sites classés au sein des grands sites de France ou aux abords des grands sites de France avec de fortes covisibilités et qui ont pu provoquer des dissensions assez importantes avec les habitants, mais aussi au sein des gouvernances. Ici, vous avez une image d'une manifestation qui a eu lieu au Puy-Marie, donc au Pas de Pérol, donc qui est vraiment un endroit symbolique du grand site de France, et donc qui manifestait contre un projet éolien qui était en bordure du grand site de France et donc qui a fait l'objet de fortes contestations de la population et également des élus locaux et notamment des élus du grand site de France.
Donc ce projet a été porté en justice et le tribunal administratif a finalement soutenu l'avis du préfet de refuser le permis de construire de ces éoliennes en mettant comme motif que les constructions projetées pouvaient porter atteinte aux lieux, aux sites et aux paysages avoisinants. Et donc là, vous avez aussi un extrait d'une expertise paysagère qui a été menée par Alain Frété dans le cadre de ce projet et qui avait été demandée par le réseau des grands sites. Donc en 2018, face à la multiplication de tous ces projets industriels, qui sont souvent aussi, il faut le dire, élaborés de manière assez opaque, et donc les gestionnaires ne sont pas forcément, voire pas du tout consultés, le réseau a rédigé une motion sur l'éolien qui a été suivie par un communiqué de presse pour appeler aussi à une meilleure prise en compte du paysage et à intégrer dès le début des projets les gestionnaires de projets de territoire locaux pour pouvoir travailler ensemble sur ces projets et du coup amener à une planification de la transition énergétique. Donc cette motion, elle a été reprise au niveau local, notamment par le massif du Canigou. Et donc le massif du Canigou avait aussi fait l'objet d'un démarchage important en fait de promoteurs éoliens et qui avait aussi une sensation d'être dépossédé de ce projet énergétique. Et donc pour dépasser cette confrontation un peu paysage-énergie, les grands sites ont souhaité approfondir leur réflexion pour favoriser vraiment des échelles stratégiques de réflexion autour de cette dimension de la planification de la transition énergétique pour qu'elle puisse être compatible à la fois avec les paysages et également avec les personnes qui habitent sur ce territoire, savoir ce qu'elles souhaitent pour cette transition. Du coup, comment expérimenter la transition dans ces paysages patrimoniaux ? Donc, comme je l'ai évoqué en première partie, les grands sites fondent leurs projets sur la valeur patrimoniale de leur territoire, sur la valeur paysagère et patrimoniale de leur territoire. Donc, depuis un certain nombre d'années, les grands sites de France mobilisent de plus en plus aussi les différents outils du paysage, que ce soit des échelles stratégiques, d'études, de plans de paysage, donc de chartes architecturales, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, et paysagères, mais également au niveau opérationnel pour élaborer des projets de maîtrise d'œuvre. Et donc, la démarche paysagère, comme elle est de plus en plus mobilisée, le réseau a souhaité aussi rédiger un document cadre sur le paysage, donc qui a été rédigé en 2019 et donc diffusé l'année dernière, qui rappelle aussi les valeurs communes en termes de paysage que porte le réseau des grands sites de France. Et donc, ce document cadre va être aussi complété par un guide pratique qui est en cours d'élaboration, qu'on espère pouvoir publier donc, en fin d'année, qui montrera aussi des expériences très concrètes et des outils méthodologiques qui s'appuient du coup sur ces grandes valeurs qui ont été exprimées dans ce document cadre. Donc, du coup, dans ce contexte, en 2019, un partenariat est né entre le ministère de la Transition écologique et le réseau pour lancer une expérimentation nationale plan de paysage transition énergétique pour vraiment concilier la préservation de ces paysages exceptionnels avec la mise en œuvre de la transition énergétique. Et donc, c'était un souhait aussi que ça puisse être développé dans toutes ces dimensions, donc à la fois en termes de sobriété, d'efficacité et ensuite d'énergie renouvelable. Donc, je vous ai mis ici le nom des sites qui travaillent sur des plans de paysage transition énergétique, donc qui ont fait l'objet d'un appel à projet qui a été dédié aux grands sites de France en 2019. Donc, on a le Puy-Marie, Volcan du Cantal, le Pont du Gard, Gorge du Gardon, qui sont deux sites, mais qui travaillent ensemble sur un même plan de paysage, les Gorges de l'Hérault, le massif du Canigou et la vallée de la Vézère. Donc, l'idée est vraiment que chacun travaille sur ses enjeux propres avec des méthodes qui sont adaptées aussi en fonction de l'avancement aussi de leur projet de territoire global. Donc aujourd'hui, deux sites ont recruté leurs prestataires et ont débuté leur diagnostic, donc le Puy-Marie et le Pont du Gard, Gorge du Gardon. Et donc pour ce dernier plan de paysage, leur travail va aussi être alimenté par une recherche-action qui est menée par la chaire qui est en cours en ce moment et qui devrait bientôt être finalisée, si j'ai compris, demain. Que Antonin va présenter juste après moi et qui parle aussi de la mise en récit en fait autour de paysages, de l'histoire du paysage et de l'énergie. Donc ça va faire aussi écho à ce qu'on a pu évoquer ce matin. Donc, dans le cadre de ce projet, le ministère apporte donc une subvention à travers cet appel à projet. Donc, il suit la démarche. Donc, c'est le bureau des sites qui aujourd'hui suit la démarche et qui a mis aussi à disposition une paysagiste conseil pour
apporter des clés aussi au site à des étapes un peu phares dans leur démarche. Et puis, ils financent aussi donc, une partie de mon poste, donc de chargé de mission paysage et transition énergétique, pour l'animation, l'accompagnement et la capitalisation autour de cette démarche. Donc voilà, ça répondra à la question de départ. Et donc, le réseau, enfin, au sein du réseau, on a créé un groupe de travail qui réunit donc ces 5 sites et également d'autres sites qui sont membres du réseau et qui ont engagé des démarches stratégiques autour de cette notion paysage et transition énergétique. Donc, on a notamment, je vous en ai mis 4 ici, on a notamment donc, le Marais Poitevin qui nous a rejoint dans ses réflexions, puisqu'il travaille sur une stratégie territoriale énergétique que je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous décliner, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il travaille donc à la fois sur la maîtrise des consommations et également sur la production des ENR. Et donc, ils ont une dimension à la fois stratégique avec des grands schémas, un schéma éolien, ils viennent de finaliser un schéma également sur le photovoltaïque, et puis une dimension très opérationnelle. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré l'accompagnement pour l'intégration d'une unité de méthanisation. Donc là, on est vraiment sur la mise en œuvre très concrète de cette stratégie. Par contre, donc on pourra l'évoquer si vous souhaitez un peu plus à la suite de la présentation, mais en tout cas, ce projet sera présenté dans l'ouvrage, donc je peux m'engager, dans le guide qui va être publié. Alors, je n'ai pas les dates, bientôt, bientôt, par la chaire Paysage Énergie. Donc, on a aussi associé donc, le site de Bibrac. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de leur projet sur le bois énergie. Ils réalisent également une aire d'influence paysagère, donc, qui est un outil qui était à l'origine plutôt dédié aux biens UNESCO. Et donc, l'idée est vraiment de définir un zonage avec des aires de préservation et de vigilance par rapport au grand éolien et donc au regard de la valeur paysagère du site. Et on a associé plus récemment donc, 2 autres sites, les dunes de Flandre et les vignobles reculés du Jura, qui chacune, donc à l'échelle de leur EPCI, donc c'est plus large que le grand site, travaillent sur des plans de paysage qui ont une vocation énergétique assez forte. Donc pour le premier, c'est la communauté urbaine de Dunkerque, et pour les vignobles reculés du Jura, c'est la communauté de communes Bresse-Haute-Selle qui était lauréat donc de l'appel à projet 2020, qui avait aussi un volet sur la transition énergétique. Et donc, on a été aussi invité à participer au groupe de travail du Club Plan de Paysage sur la transition énergétique qui associe les lauréats donc 2020. Donc, voilà, c'est un peu tôt du coup pour apporter les premiers éléments de capitalisation sur cette démarche-là. En tout cas, on espère qu'elle va pouvoir aussi alimenter à la fois les membres du réseau, mais aussi au-delà pour les territoires ruraux qui travailleraient sur ces questions stratégiques, paysage et énergie. Donc, merci, et si vous avez des questions. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce qui s'exprime ici, c'est l'idée que, j'allais dire, c'est un peu évident, mais même des sites très patrimonialisés sont en transition énergétique et écologique. D'ailleurs, plus globalement, on a bien vu l'importance du lien entre les deux à travers la gestion, notamment. Et du coup, il y a forcément une dimension un peu laboratoire, expérimentale, et en même temps niveau d'excellence, quoi, qui est forcément affiché par cette démarche. Je trouve ça intéressant. Quelque part, c'est pas au sens péjoratif du terme, il va y avoir une dimension vitrine quelque part des grands sites vis-à-vis de tous les territoires à l'échelle nationale, pour à la fois pour donner envie de certaine manière de faire la transition, mais de bien la faire. Voilà. Une toute petite question qu'on peut prendre peut-être, qui est intéressante, de Alain Guglimetti, que je salue aussi. Le risque n'est-il pas d'avoir des études en résistance face aux ENR, et notamment l'éolien, en Occitanie ? Du coup, comme je l'ai montré aussi avant, c'est justement parce qu'il y avait eu une attitude qui était assez défensive finalement par rapport à l'éolien que le réseau a souhaité approfondir cette démarche sur le paysage et la transition énergétique, qui va associer aussi les énergies renouvelables. Donc a priori, l'éolien n'est pas forcément le choix de première intention dans ces sites, mais on voit par exemple que dans le PNR du Marais Poitevin, ils ont aussi organisé tout un schéma éolien en indiquant où ils souhaitaient, enfin si on devait installer des éoliennes, où ils les souhaitaient par rapport aux spécificités de leur territoire.
L'autre dimension intéressante qui apparaît bien aussi à travers ce que tu nous as présenté, c'est la double dimension très opérationnelle. C'est-à-dire, c'est le bêta-diseur par ici, ou le photovoltaïque à tel endroit, etc. etc. Et puis l'échelle plus territoriale, plus stratégique, qui accompagne, en tout cas qui s'immisce et qui se développe. Hein. On n'a pas encore les résultats, en effet, mais on voit bien que c'est très complémentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une approche à toutes les échelles. Ça, c'est probablement très important. En tout cas, c'est ce qui est souhaité là, par ce projet. Très bien.